Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons lutte avec Luciani Libre. Aujourd'hui à l'émission, pendant cet épisode du podcast, on va pleurer le départ de Samantha Irvin, seulement quelques semaines après qu'on ait dit que c'était la voix de la WWE. Je vais finalement revenir sur euh, Kevin Owens qui est devenu un heel en dehors des caméras, mais devant les caméras. Et j'aimerais également parler de Joe Henry à Believe in Joe Henry, I Believe in Joe Henry, parce que il a dans un podcast parlé de comment il en est arrivé avec sa chanson catchy. C'est extraordinaire. Donc, musique d'introduction. Cause I believe in Luciani. Cause I believe in Luciani. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode. Je crois que c'est l'épisode numéro 9 déjà. Et puis, c'est arrivé, mesdames et messieurs, comme une surprise, comme un chien dans un jeu de quilles, comme une mauvaise nouvelle dans une journée pluvieuse d'automne. Samantha Irvin quitte la WWE. Donc, c'est l'annonceuse maison là, de Raw. Vous avez la casquette? On a vanté ses prouesses dans les dernières semaines. On a parlé à quel point même Michael Buffer, le mythique annonceur, chantait ses louanges également. Et moi, j'étais comme malade. Ils l'ont signé. Elle a commencé en 2018 à NXT. Elle a été promue Samantha Irvin au main roster de Raw en 2020, 2 ans plus tard. Et puis, ça a l'air que son contrat venait à échéance maintenant et qu'elle a décidé de ne pas le renouveler. Et puis maintenant, on ne peut que spéculer sur quelles étaient les raisons, puis on va en parler d'ailleurs, mais on va parler un peu de son parcours aussi. Euh, donc, à ce qui paraît, sa porte d'entrée dans la WWE comme annonceuse, c'était à travers la légende de Mark Henry. Donc, Mark Henry la connaissait et puis lui a dit hey, je pense que tu serais bonne là-dedans. Il lui a ouvert la porte à participer, dans le fond, comme annonceuse à NXT. Et puis, éventuellement, Paul Levesque, Triple H, Hunter a décidé de donner sa place sur le main roster de Raw. Et le reste n'a été que history, OK? Elle a été encensée par la critique. Elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Là, on va y aller avec les suppositions. Pourquoi est-ce qu'elle part, tu sais? Puis ensuite, on va parler de Lillian Garcia qui l'a remplacée hier déjà. Euh, Elle est... comment qu'on appelle ça? Avant de se marier, coudon, hein? On appelle ça les fiançailles. Elle est fiancée à Ricochet. Puis Ricochet, il y a eu un bon moment avec la WWE, mais là, il n'a pas été signé par la WWE. Maintenant, il se bat pour la AEW Ricochet. Et ce qui fait en sorte que, ben, elle le voit probablement beaucoup moins. On s'entend? Elle est on the road avec Raw. Puis Raw, ça change de venue à toutes les semaines. Ils sont tout le temps dans une nouvelle ville un peu partout aux États-Unis. Alors que la AEW font quelque chose d'un peu similaire, mais dans le fond, pas nécessairement sur la même cédule. Donc, c'est très fort probablement parce qu'elle était toujours séparée de son fiancé. Euh, ça devait être rendu quelque chose de compliqué à gérer dans sa vie. Maintenant, est-ce que ceux qui pensent que c'est parce qu'elle va aller rejoindre son fiancé à AEW pour devenir l'annonceuse maison de la AEW, je ne sais pas quoi en penser, je ne pense pas. Je ne pense pas, selon ce qu'elle a écrit sur son Instagram. C'est vraiment plus pour euh, continuer sa carrière musicale. Mais sait-on jamais? Si elle veut vraiment être avec son fiancé tout le temps,
quoi de plus simple que de décider de devenir l'annonceuse de la AEW et puis de voyager avec Ricochet en permanence. Et puis comme l'horaire est pas si chargé que ça, c'est-à-dire peut-être une soirée, 2 soirées par semaine, ça lui laisse amplement le temps pour, en plus de voir son fiancé, de développer sa carrière musicale. Ce qui n'était pas possible si elle travaillait pour la WWE et son fiancé pour la AEW, on s'entend. Parce que là, le temps qu'elle avait de libre, fallait qu'elle l'utilise pour aller le voir, lui. Fait que si vous demandez mon avis, puis je suis 100% sûr que vous brûlez d'envie de le savoir, je pense que c'est très possible qu'elle rejoigne la AEW. Et je m'en plaindrai pas, honnêtement, parce que ça va juste élever le calibre de la AEW, parce que leur annonceur, présentement, suck balls, OK? En tout cas, je sais pas si c'est pour les 3 shows, là, mais pour en tout cas au moins un sur les 3, le gars qui fait ça is vraiment pas bon. Donc voilà. Donc est-ce que ça va être ça? Ça sera-tu pas ça? Je le sais pas encore. J'espère que oui, ben ça serait vraiment plate qu'elle soit plus dans le monde de la WWE. Elle a remercié tout le monde avec qui elle a travaillé. Elle ne semble pas s'en aller en mauvais termes avec quiconque. Certaines vedettes lui ont souhaité bonne chance, lui ont dit qu'elle allait lui manquer, que l'atmosphère de la chambre des filles superstars allait lui manquer. Donc, elle était quand même close avec certaines d'entre elles. Puis, bon, fait que c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Là, si tu regardes ça sur Reddit, mon gars, il y a du monde qui capote leur vie 100%, commence à se frustrer contre elle. Ah, c'est une vipère, elle s'est retournée, maudit Snake, contre nous. Elle a juste utilisé ça comme terrain-plein pour pouvoir faire son nom. Puis maintenant que c'est fait, elle chie sur la WWE. Si tu veux mon avis, pas débarras. Tabarouette qu'il y a du monde qui prenne ça de toute manière pas correcte. Ça n'a pas de maudit bon sens. Hey! Elle a honoré son contrat, puis elle veut faire d'autres choses, là, le grand. So, celle qui l'a remplacée, c'est Lillian Garcia, celle qui était là il y a 8 ans. Donc, ça fait quand même un petit bout qu'elle était plus annonceuse pour la WWE. Pour ma part, je la connaissais pas parce que mon retour à la WWE est assez récent. Cela dit, hier, elle était déjà là à Raw. Et franchement, elle est bonne. Elle est bonne. Elle a comme stumble sur son premier match qu'elle a annoncé. Là. Je pense qu'elle a comme bloqué sur le nom qu'elle allait dire. Mais à part de ça, c'est juste la rouille. Là. À part de ça, tu sais, elle est vraiment bonne. Là. C'est juste que, comme vous le savez, moi, j'avais jeté mon dévolu sur la grande et la magnifique voix de Samantha Irvin. Ça va me prendre un petit bout avant de m'en remettre. It is what it is, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Donc, je ne m'éterniserai pas plus longtemps, malgré le fait que j'ai le goût de brailler en direct pendant un autre 10 minutes. Maintenant, parlons de cette idée de génie qu'on octroie à Triple H, Paul Levesque, Hunter, de faire Kevin Owens turn as a heel, donc as un méchant, right? Les babyface, c'est les gentils, les heels, c'est les méchants. On sait ça, on sait pas ça, c'est pas grave, je l'ai dit. Mais on a décidé de le faire comme si c'était pas planifié après le spectacle. Puis que c'était filmé seulement par les caméras dans le fond des téléphones des gens qui étaient en train de quitter l'arena. Et évidemment que c'est tout planifié, mais c'est tellement une idée de génie parce qu'on a plusieurs angles de vue. Le monde, ils sont comme, voir que moi, je suis en train d'assister à ce moment-là, voir que moi, je suis en train de filmer ce moment-là, alors qu'il n'y a pas de caméra officielle de la WWE qui semble capter les images en ce moment. Donc, je me sens non seulement privilégié de voir ce moment-là, mais je me sens comme si j'avais une responsabilité de filmer ça le mieux que possible. Parce que on est en train de faire l'histoire ici, puis j'en fais partie activement. Donc, de tourner le fan d'un mode un peu passif à un mode
actif et dans le feu d'action de cette façon-là. Mais quelle bonne idée! Écoute, ça a fonctionné à merveille. Ah, on a vu après ça partir comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, ce segment où on voit Kevin Owens argumenter puis s'ostiner avec Cody Rhodes pour en venir à, non pas échanger des coups, mais pour en venir à l'assaut de Kevin Owens sur Cody Rhodes. Et pour ensuite le voir quitter les lieux dans une Lamborghini. Quel moment, j'allais dire de télévision, mais c'est même plus de télévision. J'allais dire quel moment de streaming, mais c'est même plus du streaming. C'est rendu quel moment de lutte à travers les réseaux sociaux qu'on a accédé, avec tous les commentaires funny qu'on pouvait lire après. Hein, il y en a qui disaient quel boss move de voir Kevin Owens s'en aller en Lamborghini. Il y en a un autre qui répond effectivement, je l'aurais plus mis dans la catégorie des pick-up que des Lamborghini. En même temps, c'est ça que c'est le fun parce que il faut le savoir. Ça veut pas dire que c'est ça Lamborghini non plus. T'sais, je veux dire, les grosses vedettes, ils ont beaucoup d'argent, puis je suis sûr qu'ils peuvent s'en payer une Lamborghini. C'est peut-être la sienne, c'est peut-être pas la sienne. Mais tout ça pour dire que c'est pas toutes les toutes les personnes qui se battent pour la WWE qui ont ces moyens-là. OK, les superstars, on pourrait croire que oui, on pourrait même dire que oui. Mais ça a été aussi un bon coup dans ce sens-là de montrer un petit peu à quel point c'est des big shots, les lutteurs. Parce que on voit pas un peu l'envers du décor souvent. Donc, moi, quand j'écoute la chaîne de Maven Hoffman, et qui parle un peu de ses débuts avec Randy Orton, et qui parle de comment il se déplaçait d'un aréna à l'autre, on n'était pas dans la Lamborghini à ce moment-là. Ben, il n'était pas encore rendu Randy Orton comme aujourd'hui non plus. Puis Maven Hoffman n'a pas eu une grande carrière. Mais cela dit, en voyant l'envers du décor un peu à travers ces podcasts-là, on voit que ils gagnent bien leur vie, ils ne sont pas à plaindre, mais ce ne sont pas tous les lutteurs, toutes les lutteuses qui roulent sur l'or. Maintenant, les grandes vedettes, probablement, oui, on s'entend là-dessus. Mais de montrer Kevin Owens s'en aller en Lamborghini, je trouve que ça a donné vraiment ce côté vedette, ce côté intouchable, ce côté plus grand que nature qu'ont les lutteurs et nos lutteurs favoris. Donc, comme l'a si bien dit un internaute, je vais le dire en anglais, c'est écrit en anglais. They did a whole heel turn off screen. Papa H is cooking. Alors, moi référé à Triple H comme Papa H, j'embarque. Écoute, jusqu'à présent, puis j'espère qu'il n'y a pas de squelette dans le placard, parce que ça c'est un autre coup que je t'en ai de prendre en tant que fan de ben du monde qui, finalement, avait des gros squelettes dans le placard. Oui, on a tous fait des erreurs. Oui, on a toutes des choses à se reprocher. Mais ça fait quand même chier quand il y a quelqu'un que t'aimes beaucoup, que tu réalises qu'il n'y a pas des petits squelettes dans le placard, il y a des gros squelettes dans le placard. Ça fait chier, OK? Fait que j'espère que c'est pas le cas pour Triple H parce que jusqu'à date, il fait un job extraordinaire en termes de s'adapter à la nouvelle réalité et au spectacle, dans le fond, qu'est la lutte et qu'est-ce qu'elle devrait devenir ou qu'est-ce qu'elle va devenir ou qu'est-ce qu'elle devient en ce moment en 2024. Donc, Papa H is cooking. I concur. Maintenant, j'aimerais ça parler de Joe Hendry rapidement. Écoute, je réitère, la TNA, la Total Non-Stop Action, reste la ligue que j'aime le plus regarder après la WWE. Je continue de rester ouvert aux produits de la AEW, mais elle me charme peu pour l'heure. Tout ça pour dire que Joe Hendry de la TNA, c'est ce beau gosse dont je vous avais parlé, qui a composé sa propre chanson d'introduction avec son propre vidéoclip pour s'introduire lui-même quand c'est son tour d'aller se battre. Il a expliqué dans une entrevue, parce qu'on
On lui demandait comment t'es fait pour arriver avec une chanson aussi catchy, ça? Parce que ça nous reste dans la tête. Cause I believe in Joe Hendry. Cause I believe in Joe Hendry. Et là, il répond, il dit, ben, c'était ça le but, hein, de créer une chanson qui reste dans la tête des gens. Il dit, puis moi, je l'ai reverse engineer de la chanson. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux susciter comme réaction en créant cette chanson-là? Et si vous remarquez, c'est un show and tell, show and tell. Ça veut dire qu'à chaque, au début de la chanson, quand on le voit sur les écrans, on le voit faire le mouvement des bras de gauche à droite. Ensuite, on le voit taper des mains au bon moment. Et dit là, moi, je suis en train d'éduquer puis de montrer à la foule ce que je veux qu'il fasse en retour à ma chanson. Ce qui fait en sorte que c'est comme naturel. C'est pareil comme si on regardait Passe-Partout, mais qu'au lieu de Passe-Montagne, c'est Joe Hendry. Tu comprends? Fait que nous, on est là, puis on est comme, on fait ce qu'il fait dans l'écran. On ouvre la porte magique. Tu comprends? Le point. C'est tellement réussi. Il dit, écoute, je me suis inspiré de Queen quand ils ont fait la chanson We will rock you. Vous connaissez, OK? Il dit, eux, ils se sont dit, on va réduire le BPM, le nombre de beats per minute, pour avoir exactement la cadence qu'on souhaite que les gens reproduisent quand ils écoutent la chanson avec leurs pieds dans le fond ou leurs mains. Puis ici, moi, j'ai fait la même chose. J'ai utilisé un BPM, donc un beat per minute, qui était celui que je croyais qu'il allait aller chercher la meilleure réaction et participation de la foule. Donc, écoute, comme disait un autre utilisateur Reddit, il y a deux sortes de personnes dans ce monde. Il y a ceux qui croient en Joe Hendry et ceux qui croiront en Joe Hendry. si ce n'était pas assez pour vous faire voir à quel point cet homme est extraordinaire, il est, après cette entrevue-là, pour moi, encore plus malade comme personnage, comme lutteur et comme non pas pilier, mais comme incontournable du monde de l'entertainment, de la lutte. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai hâte de voir si on va retourner à un format de 3 heures pour Netflix. J'ai lu un peu l'article là-dessus. C'est pas encore coulé dans le béton la durée. Ce qui peut jouer en faveur d'un retour vers 3 heures versus 2 heures, c'est que à ce qu'ils nous ont dit ou à ce qu'ils laissent s'entendre, ça c'est un négatif ou un positif, c'est que malgré le fait que ce soit sur Netflix, il y aura peut-être quand même des publicités. Donc, on paye pour la plateforme, mais après ça, il y a quand même des publicités, mais en tout cas, peu importe. Fait que là, ils disent, ben, s'il y a 3 heures, il y a plus de place pour la publicité, donc plus de revenus. Il y a des bonnes chances que peut-être ça retourne à 3 heures. Personnellement, j'en ai parlé avec mon frère. On était quand même d'accord pour dire que on appréciait le format 3 heures. Malgré le fait que ce soit le lundi soir. Peut-être la seule chose, c'est que ce format-là pourrait être le vendredi parce qu'on travaille pas le lendemain, mettons. Mais on appréciait le format 3 heures. Puis, tu sais, quand il y a des gros matchs, on les regarde, on arrête ce qu'on fait. Mais quand c'est pas un gros match, quand c'est des promos, puis quand c'est des publicités, tu sais, on peut faire d'autres choses en même temps. Puis c'est ce qui est agréable, je trouve, en regarder la lutte. Surtout quand le format était de 3 heures, c'est que tu pouvais avoir un accompagnement, tu sais, de 8 à 11, mais en même temps que tu fais d'autres choses. En même temps que tu crées tes decks de One Piece, de Magic, de Pokémon. En même temps que tu essaies de battre le boss sur ta Switch, et tu regardes le match, en même temps que tu fais la vaisselle, en même temps que tu fais whatever you want to do with your time. Mais moi je trouvais ça le fun que ça nous accompagne pendant 3 heures. Qu'est-ce que vous en pensez? Hit me up. Je vous rappelle, page Facebook, les groupes Facebook, si vous voulez parler de lutte. Je commente là un petit peu les matchs quand ça me tente de dire de quoi, c'est ce qui se passe. Fait que c'était Shani Roy, a.k.a. Luciani Libre, si j'étais luchador. Alors, je vous donne un rendez-vous pour le prochain épisode. Merci d'avoir été des nôtres.